Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce 307e briefing éclairage sur l'actualité en Russie. Donc, comme vous savez, briefing du lundi, c'est briefing international, diplomatique, enfin voilà. Donc essentiellement Igor qui va nous dire un peu ce qui s'est passé depuis jeudi, et puis éventuellement Arnaud pourra compléter s'il le souhaite avec différentes informations ou répondre à vos questions éventuellement. Donc n'hésitez pas à poser d'ores et déjà vos questions et puis comme d'habitude, si elles n'ont pas été adressées, comme on dit toujours de façon négative anglo-saxonne, hein, voilà, et on pourra y répondre dans la mesure de nos moyens. Voilà, donc sans plus attendre, Igor, que s'est-il passé? Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, une actualité assez chargée autour du processus lié à l'Ukraine avec une série d'événements. Alors, je vais commencer par les négociations qui devaient se tenir à Abu Dhabi le 1er février. Je vous en avais parlé lors du précédent briefing. Alors, elles ne se sont pas tenues, elles ont été reportées, vraisemblablement au 4-5 février, donc dans les tout prochains jours. Alors, on avait eu l'information par Reuters en amont, à la veille ou l'avant-veille du 1er février, qui nous laissait entendre qu'en fait, ces pourparlers trilatéraux eh bien, ne se tiendraient pas. Reuters s'appuyait notamment sur des déclarations du président Zelensky qui affirmait attendre d'autres informations de la part de Washington sur le contenu des discussions. Bref, il y avait des flottements. D'ailleurs, on n'était pas certain que le format trilatéral serait maintenu, en tout cas en la présence de Witkoff et de Kouchner, puisque les Américains devaient a priori être représentés. Or là, pour le prochain tour qui est désormais annoncé pour le 4-5 février, il semblerait bien que M. Witkoff fera partie, sera à Abu Dhabi et participera donc au prochain tour de discussion. Donc, on pourra peut-être vous en dire plus lors du briefing de jeudi. La deuxième information qui est liée, eh bien, c'est la visite de Kirill Dmitriev à Miami ce week-end pour rencontrer justement Steve Witkoff. Monsieur Dmitriev devient décidément un habitué de la Floride et il a donc rencontré le négociateur américain, qui était accompagné d'ailleurs de Monsieur Bessent, secrétaire au Trésor, du gendre de Donald Trump, donc M. Kouchner également, mais aussi de M. Greenbaum, dont on a déjà parlé, dont je vous ai dit deux mots la dernière fois, qui est conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce qui veut dire que le sujet des discussions devait nécessairement porter sur l'Ukraine, mais pas que sur l'Ukraine. Il est fort probable que, vu la délégation américaine qui a participé aux échanges avec M. Dmitriev, eh bien, il y a fort à parier que les bilatéraux également sur la question, par exemple, des sanctions, la question des investissements potentiels américains en Russie, probablement la question du milliard russe pour Gaza, hein, puisque c'est une question qui a été également évoquée, les réparations pour l'Ukraine. Enfin, il devait y avoir toute une série de sujets qui nécessitaient la présence du secrétaire au Trésor et de M. Greenbaum, qui sont plutôt des fonctionnaires qui travaillent sur les questions techniques et financières, notamment de ces sujets-là. Autre point lié à ce dossier ukrainien, eh bien, c'est la trêve énergétique, alors qui, je vous l'avais annoncé jeudi, était pressentie. Elle a bien eu lieu. Elle est finie à l'heure où nous nous parlons, puisqu'elle aura duré en tout un peu moins de 3 jours, 72 heures, 72 petites heures. Alors, quand on parle de trêve énergétique, eh bien, cela portait principalement sur la trêve des frappes russes contre Kiev et les installations énergétiques et le réseau énergétique qui alimente la capitale ukrainienne, en échange de quoi les Ukrainiens se sont retenus de frapper les cibles énergétiques russes, les tankers ou les raffineries. Alors, il y a eu des flottements au départ sur cette trêve énergétique, puisque une certaine confusion a régné en fin de semaine dernière. Le MID a d'abord, enfin le ministère russe des Affaires étrangères a d'abord infirmé l'existence d'une trêve. M. Zelensky a lui-même dit qu'il n'y avait aucun accord de forme entre les Russes et les Ukrainiens sur une quelconque trêve que ce soit. Et puis, finalement, ce sont les déclarations de Donald Trump qui permettent de formaliser, en tout cas, voilà. On apprend qu'il y a une trêve qui est en cours, puisque Donald Trump déclare qu'il a eu Vladimir Poutine, qu'il a réussi à le persuader qu'il fallait cesser les frappes, au moins temporairement, contre la capitale ukrainienne en raison de l'hiver particulièrement rigoureux. Et donc, il se félicitait d'avoir obtenu cette trêve-là, qui a été confirmée ensuite par le Kremlin, par M. Peskov.
Et donc, il y a effectivement eu jusqu'au 1er février, les nuits du 29 et du 30 ont été considérées comme calmes sur la capitale ukrainienne. Ceci étant dit, ça n'a pas forcément permis aux Ukrainiens de réparer le réseau et les circuits de chauffage et d'électricité, puisque ce week-end, il y a eu des coupures massives de courant dans la capitale ukrainienne, mais aussi dans les grandes villes régionales, avec le métro qui a tout simplement cessé de fonctionner à Kiev, mais également à Kharkov. Et la capitale ukrainienne a visiblement également eu des problèmes en matière d'eau courante, puisque l'eau courante ne circulait plus non plus, n'était plus garantie dans de très très nombreux quartiers. Le fournisseur d'énergie ukrainien DTEK a rappelé ce week-end que près de 70% de ses capacités de production ont été détruites et qu'il y avait des coupures d'électricité qui étaient extrêmement longues pour une grande partie des Ukrainiens, dont certains avaient accès à l'électricité seulement pour 3 ou 4 heures par jour, en fonction des quartiers dans lesquels ils se trouvaient, alors que dans la rue, eh bien, on mesurait une température qui pouvait aller jusqu'à moins 20 degrés également. Donc, effectivement, des conditions qui sont quand même très préoccupante. Donc, cette trêve ressemble plutôt finalement à un gentleman agreement entre les Russes et les Ukrainiens. Pour les Russes, l'avantage, il est assez clair, c'est faire plaisir à Donald Trump, en fait, hein, et donc lui donner satisfaction sur le fait qu'il a réussi à obtenir du président russe un geste concret. Ça permet également de déminer dans l'entourage de Trump les arguments de ceux qui souhaitent peut-être augmenter la pression sur la Russie et pas que sur l'Ukraine en leur enlevant quelques arguments. Mais en tout cas, c'est purement une pause tactique et ça ne présage en rien de ce qui va se dire ou se réaliser ou pas à Abu Dhabi. Mais ceci dit, le contexte de la tenue prochaine des pourparlers à Abu Dhabi fait quand même partie des éléments à prendre en compte pour interpréter cette trêve. D'ailleurs, je parlais de blackout à Kiev, mais la Moldavie a également été touchée puisqu'il y a une interconnexion des réseaux. Et la capitale moldave a également été plongée dans le noir avec des coupures massives de courant pendant plusieurs heures, donc du fait de l'intégration des réseaux ukrainiens et moldaves. Donc ça, ces coupures-là, ces blackouts-là sont le résultat direct de la campagne de frappe russe qui commence à produire un effet cumulatif, puisqu'elles sont beaucoup plus systématiques, hein, ces frappes beaucoup plus systématiques que lors des campagnes précédentes. Et donc, in fine, on en arrive progressivement à des collapses qui étaient d'abord locaux, mais qui deviennent de plus en plus en réalité régionaux, et pour des durées de plus en plus longues, en fait, hein. J'ai également relevé dans les dernières nouvelles de ce week-end les déclarations de M. Zelensky sur l'hypothèse d'une rencontre avec Vladimir Poutine, puisque c'est des choses qui étaient discutées apparemment, en tout cas côté ukrainien, depuis un certain temps dans le cadre des rencontres que nous évoquions. Donc M. Zelensky a invité le président russe à se rendre à Kiev sous forme de réponse en fait à Vladimir Poutine qui expliquait qu'il était prêt à recevoir M. Zelensky, mais exclusivement à Moscou. En fait, les deux veulent pas forcément se voir, même pas franchement pas se voir, et c'est un moyen pour l'un comme pour l'autre de botter en touche, en s'envoyant des rencontres que ni l'un ni l'autre ne souhaitent et ne peuvent évidemment honorer. Cela dit, dans un entretien qu'il a accordé ce week-end à Radio Prague International, M. Zelensky a déclaré qu'il était impossible de résoudre la question territoriale sans une rencontre directe entre lui et le président russe, hein. Ce qui n'est pas nouveau, ce sont des choses qu'on a déjà entendues dans la bouche de M. Zelensky lors des mois précédents, hein, sur l'hypothèse d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Donc en soi, c'est pas vraiment nouveau et c'est un peu un moyen, pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, hein, de botter en touche, comme je le disais, sur l'hypothèse de cette rencontre. Et alors, pour continuer sur Volodymyr Zelensky, il y a eu un entretien filmé ce week-end qu'a accordé Dmitry Medvedev à 3 journalistes de Reuters, TASS et un mini-blogueur d'un chaîne Telegram qui s'appelle War Gonzo, qui ont été reçus par l'ancien président russe pour discuter de sujets internationaux. Et la question a été posée à M. Medvedev de ce qu'il pensait de Volodymyr Zelensky et du rôle que celui-ci pourrait jouer à l'avenir. Et là, Monsieur Medvedev répondu sous forme de phrase, hein, une phrase bien connue d'ailleurs des Russes et de la littérature russe, puisqu'il a cité l'œuvre de Bulgakov, Maître et Marguerite, et fait ressortir une citation qui est dite par un personnage qui s'appelle Voland, hein, qui joue le rôle du diable en fait dans le livre,
Et donc, il a dit que Anouchka a déjà renversé l'huile, ce qui veut dire qu'en fait, la messe est déjà dite selon Medvedev pour Zelensky, à savoir que le sort du président ukrainien est scellé, puisque dans l'œuvre de Bulgakov, je le disais, cette phrase est prononcée par Voland peu de temps après, peu de temps avant que Berlioz, qui est un des personnages clés du livre, en fait, soit décapité par un tramway, puisqu'il a glissé sur une flaque d'huile que justement Anouchka, un autre personnage, a renversé de l'huile sur ses rails, et ce qui a fait glisser donc ce personnage Berlioz qui a ensuite été décapité par ce tramway. Bon, donc, une sorte de phrase très funeste prononcée par Medvedev sur Zelensky. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que depuis le début du conflit, en fait, Medvedev s'est un peu érigé en commentateur et en canal de communication sur le conflit, avec des sorties alors salées, tonitruantes, parfois assez lunaires, mais néanmoins. Et les observateurs s'accordent quand même à considérer que Medvedev incarne une forme de communication subliminale du Kremlin et que finalement ce qui se dit tout bas au Kremlin, eh bien lui le dit tout haut. Et donc, ce sont des signaux peut-être qu'il est bon d'intégrer la big picture qu'on peut avoir sur le conflit. Plus rapidement, revenir sur la visite du président des Émirats arabes unis à Moscou le 29 janvier dernier, puisque Vladimir Poutine a reçu au Kremlin le président émirien Mohamed Al-Nahyan en visite officielle en Russie. C'est la deuxième visite en l'espace en moins d'un an, en fait, hein, puisqu'il s'était rendu en Russie le 7 août dernier pour rencontrer le président russe. Le président émirien est venu 4 jours après la fin de ces tours de discussion que Abu Dhabi a accueillis entre Américains, Russes et Ukrainiens. Il a été reçu par le président Poutine, donc en présence notamment de M. Kostyukov, dont j'avais parlé la dernière fois, qui est donc le patron du GRU et qui est emmené la délégation de négociateurs russes à Abu Dhabi, mais également en présence de M. Dmitriev, qui lui, je viens de le dire et de le rappeler, qu'on ne présente plus, hein, qui a donc assisté aux échanges, mais la délégation russe qui a accueilli en fait le président émirien était très conséquente, hein, puisqu'il y avait M. Mantourov, le premier vice-premier ministre, il y avait évidemment M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères, il y avait Dmitri Patrouchev, le vice-premier ministre également, il y avait M. Peskov, M. Oreshkin, M. Ushakov, le Sherpa de Poutine, Ali Khanov, donc le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est également le président de la commission intergouvernementale russo-émirienne. Il y avait M. Reshetnikov, ministre de l'économie, M. Tsivilyov, ministre de l'énergie, Mme Nabiulina, gouverneur de la Banque centrale, M. Kadyrov, dont on a parlé la dernière fois, qui a assisté également aux échanges, le patron de Sberbank, le patron de VTB et le patron de Rostec, ce qui fait quand même une délégation assez solide pour accueillir le président des Émirats arabes unis, ce qui témoigne de l'importance du visiteur et surtout de la consistance de la relation bilatérale, puisque c'est quand même la relation russo-émirienne se caractérise par finalement une coopération tous azimuts dans le domaine technologique, dans le domaine énergétique. On sait qu'il y a de très très nombreuses boîtes et filiales de boîtes russes qui se sont réinstallées à Abu Dhabi après février 2022, enfin aux Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis sont le premier partenaire commercial de la Russie dans le Golfe Persique et probablement le deuxième partenaire commercial de la Russie sur la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc ça fait, et évidemment, le rôle des Émirats arabes unis dans les discussions sur l'Ukraine, avec un contexte régional dans le Golfe qui est extrêmement tumultueux, concernant notamment les tensions autour de l'Iran. Donc il y avait beaucoup de choses à discuter. Et tout ceci donc a été l'objet d'échanges entre les deux présidents. Je mentionne la visite de Sergueï Shoigu en Chine hier, où il a rencontré son homologue Wang Yi. À la veille de la venue de M. Shoigu, les déclarations de Wang Yi concernant la visite imminente de son homologue et de son collègue russe, eh bien, portaient notamment sur la responsabilité de la Russie et de la Chine dans la création d'un système équitable de gouvernance mondiale, hein, sur la déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères. Et également, je mentionne la visite de M. Patrouchev, père cette fois, à Oman. Jeudi dernier, M. Patrouchev s'est rendu dans le Sultanat d'Oman. Je rappelle donc qu'il est l'ancien secrétaire du Conseil de sécurité, qu'actuellement il est assistant de Vladimir Poutine et qu'il préside le collège maritime russe notamment.
Il a rencontré donc les homologues omanais. Il a été question de logistique régionale, il a été question de sécurité régionale, il a été question des BRICS également. Et là aussi, on peut relier tous ces sujets, notamment à l'agenda que la Russie déploie dans la région avec ce projet de corridor nord-sud qui est censé traverser l'Iran pour aboutir au Golfe et aller jusqu'en Inde. On sait qu'il y a des idées de ramification via Oman également. Donc, beaucoup de choses à discuter sur les questions régionales. Et je rappelle quand même, pour le contexte, que Oman était le lieu de discussion pour le fameux back-channel entre l'Iran et les États-Unis lors de la négociation du JCPOA il y a une dizaine d'années. Donc c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses, puisque Oman est des choses discrètes, puisque Oman est un médiateur et en fait un des pays du Golfe qui a une position assez privilégiée en matière diplomatique, capable de parler avec beaucoup de monde de manière très discrète et d'accueillir donc des négociateurs et des représentants de différentes puissances régionales, extra-régionales. Et dans le contexte, une fois encore, de tensions grimpantes et qui s'accumulent autour de l'Iran, on peut imaginer que ce sont des choses qui ont été discutées par Patrouchev avec ses homologues omanais. Voilà, Président, j'ai essayé de faire synthétique pour ce début de semaine. Merci. Bon, je crois que ça va être un briefing pas très très long. On a quelques questions néanmoins, des petites questions qui sont pas forcément dit comme ça. Une question, pourquoi Miami pour les rencontres russo-américaines? C'est la proximité de la résidence de Trump ou parce que c'est un peu curieux que ce soit pas à Washington ou à New York, qui sont des villes plus classiques pour les rencontres diplomatiques? Surtout pas Washington, vu le contexte. Non, Miami, parce que c'est la patrie de Trump, hein, je pense. C'est là qu'il a sa grande résidence. Je crois que M. Witkoff a aussi une histoire personnelle avec Miami qui est assez longue. Et justement, il y a l'éloignement géographique par rapport au tumulte de Washington. New York, c'est vrai qu'on aurait pu l'imaginer, surtout qu'il y a la tour de Trump là-bas, là. Mais depuis le début, ils ont décidé de se retrouver à Miami. Donc, à mon avis, ils poursuivent sur cette formule-là, tout simplement. D'accord, il n'y a pas une raison particulière. Je pose la question si justement tu évoquais la Moldavie qui est dépendante du réseau ukrainien. Ils sont pas connectés avec la Roumanie ou c'est des infrastructures un peu lourdes, j'imagine? Bah, tout ceci, en fait, est interconnecté. Alors, il y a de avoir des lignes de haute tension avec la Roumanie, mais il y a aussi des lignes de haute tension avec l'Ukraine. Et il faut croire que historiquement, tout ceci doit être un schéma qui est hérité de l'époque soviétique, hein, de l'époque de l'URSS. Et donc, il y avait entre guillemets, une cohérence dans le maillage du réseau. Je rappelle qu'il y a des centrales nucléaires quand même très nombreuses en Ukraine, dont la plus grosse centrale du pays qui est celle de Zaporozhye. Donc historiquement, tout ceci est bien alimenté, notamment la Moldavie, mais probablement au-delà. Et donc il subsiste, hein, c'est des survivances, si on veut, de cette époque-là. Et forcément, à force de taper sur le réseau ukrainien, bah, ça finit par porter aussi chez le voisin. Et donc ça a coupé. Alors certainement que à moyen terme, d'autres lignes électriques seront construites pour diminuer cette vulnérabilité à l'égard du réseau ukrainien. Et du coup, cet impact indirect, mais quand même assez direct de la guerre en Moldavie, est-ce que ça peut agir sur l'opinion publique, notamment la partie indépendantiste qui est plutôt pro-russe? Alors, ça, il faut voir que la Moldavie est engagée là dans le processus de couper les ponts avec la CEI. J'en parlais la dernière fois. Elle a continué de dénoncer des accords cadres et le socle en fait des accords qui font que la Moldavie a été membre, hein, en train de plus être membre de la CEI. Je pense que de toute façon le virage est pris et coupure ou pas coupure, le bateau est lancé. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut avoir un impact après sur ces éléments-là. Avec une accélération depuis quelques mois, hein, on voit une politique des autorités moldaves d'étouffement, notamment de la Gagaouzie. Et ce qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, ce sont les propos de la présidente Sandu qui évoquait l'hypothèse d'un référendum sur le rattachement à la Roumanie. En d'autres termes, d'autodissolution de la Moldavie. Euh, mais ce qui nous ramène finalement à 92, hein, aux origines du conflit de Transnistrie. À l'époque, ce sont précisément ces perspectives rattachistes qui avaient alimenté, entre autres, le conflit.
Autre question, alors je ne sais pas si vous pouvez y répondre ou pas, mais il y a beaucoup d'articles de presse maintenant avec Starlink et les relations qui semblent s'améliorer entre l'Ukraine et Musk. Ils n'ont pas toujours été au beau fixe. Donc là, c'est quoi? C'est un épiphénomène ou il y a réellement quelque chose? Non, c'est lié à un contexte en fait. Le contexte, c'est que les troupes russes sur le front se sont mis à utiliser des terminaux Starlink pour leurs propres opérations, et notamment à doter un certain nombre de drones, dont des drones longue portée, hein, kamikazes mais longue portée, de terminaux Starlink pour pouvoir donc les piloter à distance sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ce qui donc a posé problème, on l'imagine bien, aux Ukrainiens qui se sont tournés vers Musk pour dire il faut faire quelque chose. Les Russes aussi utilisent Starlink, il faut. Et alors le premier sujet, c'est que finalement, Musk a peut-être dû fermer le robinet ou faire fermer le robinet un petit peu brusquement, parce que même les Ukrainiens se sont mis à rencontrer des difficultés sur le front pour utiliser leurs propres drones équipés de Starlink en raison du brouillage émis par SpaceX. Et là, manifestement, ils ont réussi à affiner un petit peu les choses et à faire en sorte que ce soit les Russes qui soient mis en difficulté, on va dire, et un peu moins les Ukrainiens. Mais tout ceci est quand même très compliqué. Enfin, on parle de plusieurs milliers de terminaux qui se baladent. Enfin, quand je dis plusieurs milliers, c'est même plusieurs dizaines de milliers de terminaux qui se baladent. Donc, faire du sélectif, c'est quand même difficile. Et donc, forcément, les Ukrainiens font encore face à certaines difficultés avec leurs drones équipés Starlink. Ce qui se dit, c'est que ce qui a été fait, c'est de bloquer l'accès à Starlink pour tous les objets volants à une vitesse supérieure à 90 km/h. Mais ça marcherait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'apparemment, les Ukrainiens, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour leurs propres drones qui volent à plus de 90 km/h, il y aurait des problèmes d'utilisation de Starlink. D'accord. Très bien. Question qui est très indirecte. Le Venezuela, on entend un peu moins parler, mais quels sont les liens de la Russie maintenant dans la situation actuelle? Ces profils bas, ils viennent en aide, ils essayent de tirer leur épingle du jeu. Comment ça fonctionne? Alors, dans l'entretien que j'évoquais là de M. Medvedev, il a été question hein, des dossiers brûlants internationaux, l'Iran, Venezuela, Cuba, etc. Et lui n'a pas mâché ses mots, il a condamné fermement et sans appel les actions menées par les États-Unis contre ces pays-là. Je crois que le MID aussi, d'ailleurs, plus spécifiquement sur Cuba, aussi condamné l'attitude des États-Unis et dans des termes très clairs, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du déclaratoire, pour l'instant, on voit pas grand-chose sur le Venezuela. J'ai l'impression que ça a été mis sous le tapis, entre guillemets, et qu'il y a des crises voisines plus proches, comme l'Iran notamment, et que les Russes surveillent de très près. Qu'est-ce que Trump va faire en Iran? Est-ce qu'il va en tenter quelque chose? Est-ce que c'est juste pour faire pression? Est-ce qu'il y a un blocus économique qui va se préciser? Enfin, voilà, donc le Venezuela, il me semble que pour l'instant, c'est dans le rétroviseur. Oui, c'est très périphérique géographiquement et politiquement. Comme on le disait début janvier lors de nos briefings de rentrée, il faut aussi garder à l'esprit que la relation entre Moscou et Caracas, elle n'était plus tout à fait la même depuis quelques années, au-delà des symboles, des quelques visites, qu'à l'époque de Chavez. La grande époque, c'est l'époque de Chavez, et ça date un petit peu déjà. Outre euh, le MAE et le Medvedev, il y a également l'ambassadeur russe à Caracas qui s'est exprimé. L'analyse qui est faite, par les Russes, c'est celle d'une trahison d'une partie de l'entourage de Maduro, ce qui est en réalité probable. L'ambassadeur russe à Caracas a déclaré que les entreprises, notamment énergétiques, continuaient à travailler et avaient vocation à rester. Là encore, on n'est plus à la grande époque, hein. Les projets, les déclarations de Rosneft, de Gazpromneft, c'était il y a une bonne dizaine d'années. Zarubezhneft a encore quelques actifs, mais finalement, pour les Russes, cette décennie dorée sous Chavez euh, a plutôt rapporté, je dirais, hein, puisqu'à l'époque, les contrats d'armement étaient payés rubis sur l'ongle. C'est périphérique. Ils en prennent bonne note. Ils regardent effectivement s'il y a un effet d'entraînement avec Cuba. Euh, mais les Russes n'ont ni les moyens ni l'intention de monter au credo sur cette affaire-là.
Merci. On va peut-être finir avec, justement, tu en parlais à l'instant, l'Iran. Parce il me semble, il y a un an ou deux, il y a eu des grands accords entre la Russie et l'Iran, les grands amis, les partenaires fidèles. Est-ce que sur d'un point de vue militaire, la Russie peut faire quelque chose pour venir en aide à l'Iran si besoin, ou c'est complètement hors de question? Avant de passer la parole à Igor, qui connaît le dossier plus en détail, là aussi, il faut faire la part des choses. Il n'y a pas de traité d'alliance militaire entre la Russie et l'Iran. Il faut rappeler les évidences, de même qu'il n'y en avait pas entre la Russie et le Venezuela. Donc, il y a, je pense, un abus de langage quand on dit pays allié. Non, non, non. Partenariat, c'est sûr, partenariat avec beaucoup de bémols. Bon, d'ailleurs, j'attire votre attention sur l'interview qu'a publié l'Observatoire avec euh, Clément Terme, spécialiste français de l'Iran, qui nous a parlé des perceptions de la Russie en Iran. Et ces perceptions, elles sont très ambivalentes, parce que la relation russo-iranienne, au fil des siècles, était une relation problématique, conflictuelle, un peu comme avec la Turquie d'ailleurs. Euh, Là aussi, il faut raison garder. Il y a eu, on s'en souvient, une coopération militaire réelle avec la fourniture des premiers drones Shahed iraniens, qui depuis ont mutés, hein, ils ressemblent pratiquement plus aux originaux. Ils ont été très russifiés. La Russie a intérêt à ce que le régime en place soit maintenu, même si, encore une fois, les spécialistes disent attention, les Pahlavis n'étaient pas anti-russes ni anti-soviétiques. Mais il ne faut pas surestimer le degré d'obligation mutuelle entre Russes et Iraniens, même si, encore une fois, les intérêts sont importants, les intérêts économiques. Igor évoquait le corridor nord-sud, ça en fait partie. Il est évident que l'hypothèse très peu probable à ce stade, en tout cas dans l'immédiat, de l'installation d'un régime pro-occidental à Téhéran serait une mauvaise nouvelle pour la Russie sur son flanc sud. Mais la Russie est probablement moins engagée dans le domaine sécuritaire que les Chinois, par exemple. Oui, en fait, l'accord auquel tu fais allusion, Gilles, c'est celui de l'an dernier, qui s'appelle l'accord de partenariat stratégique global, qui est l'accord cadre, hein, qui pour le partenariat russo-iranien pour les 20 ans à venir, qu'ils ont renouvelé donc formellement l'an dernier en remplacement du précédent qui datait de 2001 et qui était arrivé à échéance en 2021. Et quand on regarde cet accord, il y a rien en matière d'assistance militaire automatique ou d'alliance en fait. On retrouve pas ce qu'on retrouve par exemple dans le document qui existe entre la Russie et la Corée du Nord, où là en revanche il est fait mention que les deux partenaires doivent se porter une assistance militaire en cas d'agression. Avec l'Iran, il y a rien de tel. En fait, ce document-là, c'est plutôt un accord cadre que plus qu'autre chose, puisque les tournures sont quand même d'une manière générale très évasive, les grands principes, etc. Donc, ça fixe un petit peu les cadres et les vecteurs et les aires de coopération entre les deux partenaires. Mais ensuite, pour chacun de ces points de coopération, eh bien, ils auront certainement la nécessité de produire d'autres accords ou tout simplement d'explorer d'autres possibilités. Sur le business, ils ont très peu de business. Je crois que l'an dernier, ils ont dû faire peut-être, la balance commerciale doit être à 5 milliards probablement de dollars, au maximum 6 milliards, mais probablement plus proche de 5. Avec les Émirats arabes unis, on est déjà largement au-delà des 10, donc deux fois plus. C'est donc une relation économique qui n'arrive pas vraiment à prendre son envol. Et tu me demandais si jamais militairement les Russes vont faire quelque chose, bah, ils peuvent pas faire grand-chose de toute façon. Ils proposent leur médiation aux Américains pour essayer de contribuer à la désescalade. D'ailleurs, les Américains ne sont pas toujours intéressés par ces propositions, hein, il faut le dire, mais ils ne peuvent pas vraiment aller au-delà. Alors, on sait qu'il y a eu un coup de pouce des Russes, on va dire, pour comment le régime iranien pour tenter de maîtriser les émeutes et les manifestations qu'il y avait en Iran. Et notamment, les Russes ont testé ou retesté leur système de brouillage pour les terminaux Starlink, justement, dont on parlait tout à l'heure, et qui ont été généreusement distribués visiblement en Iran par les Américains. Les Russes ont mis au point un système qui permet de brouiller ces terminaux pour empêcher la communication avec la constellation de SpaceX, de Starlink. Mais voilà, au-delà de ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose non plus pour les Iraniens.
On peut pas imaginer qu'il y ait une assistance avec les satellites, par exemple, parce que les Iraniens doivent pas être très... je sais pas s'ils ont des satellites à eux, d'ailleurs, probablement pas. Si, ils ont des satellites. D'ailleurs, certains que les Russes l'ont mis en orbite à partir de lanceurs russes. Ils ont aussi, donc effectivement, de l'assistance satellite pour voir quel bateau américain, des choses comme ça. On peut tout à fait l'imaginer. D'ailleurs, je serais pas surpris que les Chinois communiquent aussi des choses sous le manteau, vu le montant des investissements chinois dans le pays. Il y a également la livraison de matériel pour ce qu'on appelle banalement le maintien de l'ordre. C'est-à-dire, il y avait des pick-up, des gaz lacrymogènes, des choses comme ça. Enfin, donc des choses quand même très légères qui coûtent pas bien cher, qui peuvent être livrées assez massivement pour les forces de l'ordre iraniennes. Et puis, il y avait une aide, comment dirais-je, politique sur le registre de l'Iran est victime d'une ingérence et d'une tentative de déstabilisation, donc politiquement, voilà, de faire écho au narratif iranien sur l'ingérence américaine ou américano-sioniste, hein, comme disent les mollahs. Donc ça aussi, c'était une aide bien, peut-être bienvenue. Mais voilà, au-delà de ces convergences de vues et de ces livraisons enfin, parcimonieuses, ils peuvent pas se faire beaucoup plus pour les Iraniens. Alors, parmi les derniers développements, il y a la visite de Larijani à Moscou, un haut responsable iranien. Et donc, les Russes remettent sur la table la proposition, apparemment, hein, de sortie de l'uranium qui aurait vocation à être stocké sur le territoire russe. Ça ferait partie de la sortie de la crise. En tout cas, c'est ce que propose la Russie c'est sa contribution à l'évitement du conflit à ce stade. C'est de la désescalade, pour alimenter, de contribuer à la désescalade. Alors du coup, ça a déclenché une question d'un de nos auditeurs fidèles et qui nous demande en général quel pays pourrait compter sur une aide militaire russe. Quels sont des accords contraignants? Ah bah, c'est très clair, c'est le traité de sécurité collective, donc la Biélorussie, le Kazakhstan qui en a bénéficié d'ailleurs. C'est un peu oublié, mais je rappelle que en janvier 2022, il y a eu des troubles au Kazakhstan et que la Russie, qui pourtant était déjà engagée dans une sorte de prédéploiement aux frontières ukrainiennes, a envoyé quelques centaines, même quelques milliers de parachutistes au Kazakhstan, non pas pour mater une émeute, mais pour assurer le contrôle d'infrastructures vitales. Il y a bon, le Tadjikistan, l'Arménie, c'est un peu plus délicat, puisque l'Arménie est en train de prendre ses distances avec le traité de sécurité collective, avec la Russie, et elle est par ailleurs engagée dans un processus diplomatique de normalisation avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Mais pour répondre, Biélorussie, Kazakhstan, Tadjikistan, oui, il y a des précédents, en tout cas au Kazakhstan et au Tadjikistan au début des années 90. D'ailleurs, on avait vu qu'avec l'Arménie, ils n'avaient pas pu compter sur l'aide automatique puisque Oui, mais là aussi, c'est une lecture un peu rapide. L'Arménie n'a pas été attaquée en tant que telle, puisque le Karabakh n'était pas reconnu comme faisant partie, ni par la Russie, ni par la France d'ailleurs, hein, comme faisant partie de l'Arménie. Alors, c'est une lecture un peu, évidemment, juridique, mais assez imparable en réalité, hein. La garantie de sécurité russe ne s'étendait pas au Karabakh, tout simplement. Et donc, je reviens sur ce que je disais avant. En vertu de l'accord bilatéral qui a été signé il y a 2 ans entre Pyongyang et Moscou, la Corée du Nord aussi, en théorie, pourrait bénéficier d'une aide militaire russe en cas d'agression. C'est ce qui est écrit dans le document qui a été publiquement, enfin qu'on peut retrouver sur le site du MID ou ailleurs. très bien. Et dernière question, donc cette fois-ci, l'accord de libre-échange entre l'Union eurasiatique et l'Iran est-il rentré en vigueur? Alors, il faudrait que je vérifie, à vérifier, mais il est possible qu'il soit rentré en vigueur. Et si c'est le cas, même avec cet accord de libre-échange, eh bien, ça veut dire que le commerce bilatéral russo-iranien ne parvient pas vraiment à décoller. Il reste toujours bloqué avec un plafond de verre à 5 milliards par an. Il a quand même franchi un seuil après 2020-2021, après la pandémie. On est justement passé dans des niveaux d'échange qui se situaient entre 4 et 5 milliards, alors qu'avant, c'était plutôt, ça dégonflait vers 2-3 milliards par an. Mais depuis les 3 dernières années, ils n'arrivent pas à sortir de ce diapason de les 4-5 milliards, en dépit de tout ce qu'on peut lire sur les échanges, les cartes bancaires nationales qui fonctionnent, les virements entre les banques iraniennes et russes, etc. Potentiellement, donc, à vérifier l'accord de libre-échange.
ça ne permet pas pour l'instant de donner un coup de pouce à ce commerce. Alors peut-être que d'ici quelques années, bah, l'existence du corridor nord-sud permettra de donner un petit peu d'air frais à ce commerce, mais là on est sur des perspectives de moyen long terme. Merci à tous les deux de votre expertise. Merci à tous nos auditeurs, toujours aussi nombreux et fidèles. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre et à nous regarder éventuellement sur YouTube et à diffuser autour de vous ce lien pour justement que la bonne parole soit diffusée plus largement. Comme on dit, bombarder de pouces bleus. Non, on n'est pas trop youtubeur, donc voilà. Donc nous nous retrouvons jeudi pour un briefing plus complet, comme d'habitude, avec à la fois la politique et l'économie russe, et puis toujours, si d'ici là, il s'est passé des choses intéressantes sur le monde diplomatique, Igor nous en dira quelques mots. Donc, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.